Bonsoir tout le monde, merci pour votre présence. Je m'appelle Achille Karangwa, je suis journaliste au Courrier, quotidien, un roman que vous connaissez certainement, j'espère. J'aurai le plaisir d'animer cette soirée consacrée donc à la redynamisation des quartiers à travers le potentiel des friches urbaines. Et avant d'introduire plus avant cette soirée, je laisse directement la parole à Monsieur Julien Wessner, chef de service ici à Yverdon. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et tous. Ça fait plaisir de voir qu'on est nombreux ce soir. Bienvenue à cette 16e conférence de ce petit cycle qu'on a mis en place déjà depuis 2020, juste avant le Covid. Et comme l'a dit Monsieur Achille, on va ce soir parler de la dynamisation des friches urbaines. C'est un sujet qui concerne Yverdon, mais on va aujourd'hui l'aborder à travers des expériences qui se passent en dehors d'Yverdon. En fait, pour rappel, peut-être pour ceux qui découvrent ce cycle ce soir, l'objectif de ces rencontres, c'est de parler de questions de développement urbain, mais en les éclairant à travers ce qui se passe dans d'autres villes, dans d'autres contextes, pour qu'on puisse s'inspirer d'expériences intéressantes, de réflexions qui sont menées ailleurs, et qu'on puisse enrichir les débats yverdonnois sur des thèmes qui nous intéressent. La conférence de ce soir, elle est organisée par la HEIGVD, qui est présent en force ce soir, et merci beaucoup, et également par le service de l'urbanisme, avec évidemment le soutien du Courrier, qui sont maintenant un partenaire fidèle de ces conférences. Et on a choisi ce thème des friches parce qu'à Yverdon, on est évidemment concerné par ce sujet-là. Yverdon, comme vous le savez, certainement a un riche passé industriel, qui a laissé pas mal de traces. Elle a aussi traversé une période difficile dans les années 70 de désindustrialisation qui a laissé là des traces dans les mémoires des familles concernées. Et j'en profite pour signaler qu'en ce moment, au musée d'Yverdon, qui est situé dans ce même château, il y a une exposition qui s'appelle On ferme, et qui retrace cette période de la désindustrialisation d'Yverdon et qui récolte de nombreux témoignages très intéressants, qui montrent aussi des objets typiques qui étaient fabriqués à Yverdon, comme par exemple des machines à écrire, des usines paillards. Donc je vous encourage, si le sujet vous intéresse, à vraiment aller voir cette exposition qui vaut le détour. Les friches industrielles, on va le voir ce soir, c'est des lieux porteurs d'histoire, mais aussi des lieux qui offrent de nombreuses opportunités d'évolution. À Yverdon, on a vraiment différents cas de figure. On a certaines friches qui ont disparu. On en a d'autres qui sont destinées à disparaître parce qu'elles attendent des projets de nouveaux quartiers qui vont se développer, par exemple dans le secteur Garlac. Mais on en a également qui sont conservés et qui se développent en ce moment, comme par exemple les ateliers CFF, qui sont vraiment en train de densifier fortement leur activité après avoir fait le choix de rester sur place et de moderniser leurs infrastructures. Et puis on a d'autres lieux qui sont reconvertis, par exemple les usines paillards, justement, qui sont devenus le centre Saint-Roch, qui est un vaste surface administrative qui héberge toutes sortes de fonctions, dont une partie de la HEIGVD et d'ailleurs les locaux du service de l'urbanisme aussi. Mais il y a également plein d'autres acteurs et structures comme des fitness, des écoles de danse, des ateliers de maquettes, et puis plein de bureaux, d'ingénieurs et autres structures. Et puis on a également des friches qui sont en train d'être dans des projets de reconversion qui sont en train de réfléchir à leur avenir, qui testent des choses. On a par exemple Sport 5, qu'on a choisi pour illustrer la conférence, et qui aujourd'hui est animé par une collection d'associations actives dans le milieu de la culture, du sport et du social, et qui donne vie à vraiment beaucoup d'expériences très intéressantes. Il y a des réflexions croisées entre la ville et ce secteur associatif pour voir comment cette évolution va prendre forme. Et puis il y a également, on peut citer Village 48, qui est un autre lieu emblématique où il y avait les usines Le Clancher, qui aujourd'hui est reconverti pour héberger également des associations, des bureaux, des activités commerciales. Je profite également de signaler qu'à Sport 5, il y a aussi un cycle de conférences en cours sur les tiers-lieux et les communs,
Je vous encourage à regarder peut-être le site Instagram de Sport 5 Yverdon. Et puis vous aurez certainement les informations. La dernière qui a eu lieu était le 12 mai sur la question des tiers-lieux et des communs. Mais donc ce soir, on vous propose donc de rester vraiment sur cette idée de capter des informations et des expériences qui se passent ailleurs et de ne pas consacrer la soirée à débattre des projets yverdonois. Ce n'est vraiment pas le but de ce cycle de conférences. On pourra bien sûr aborder quelques sujets dans les questions ou bien en parler à l'apéro si vous le souhaitez après. Mais vraiment, on aimerait faire place à ces expériences qui viennent d'ailleurs, notamment de Bâle, puisqu'on a un intervenant qui va nous parler des projets qui sont menés là-bas. Et puis avoir un éclairage en première partie, peut-être plus académique, sur les enjeux de la reconversion de ces friches. Voilà, pour terminer, quelques informations techniques. Donc la conférence, elle est filmée, elle est enregistrée et rediffusée en direct. Donc on a des gens qui nous suivent aussi à distance. Il y a quelques collègues du service de l'urbanisme que je salue d'ailleurs. Et puis, mais pas que. Et en fait, on aura des questions qui peuvent venir par le chat. Donc il n'y a pas la possibilité d'intervenir avec les micros, ils sont coupés pour ceux qui suivent la conférence à distance. Par contre, n'hésitez pas à faire des interventions dans le chat et on pourra les traiter dans la partie questions et débats avec le public à la fin des interventions. Et puis ensuite, dans quelques semaines, comme toutes les conférences de ce cycle, la conférence sera mise en ligne sur le site de la ville et vous pourrez soit la re-regarder, soit la transmettre à des personnes si vous avez trouvé intéressant. Voilà, merci beaucoup. Je repasse la parole à l'animateur. Merci. Merci beaucoup. Donc pour ce soir, ça a été dit, ces friches sont parfois à l'abandon, mais souvent repensées. Dans d'autres villes, ça peut être aussi des lieux qu'on pense oubliés ou délaissés justement, comme est dit dans le titre. Mais ils peuvent également être des réservoirs d'opportunités. Ils peuvent devenir des lieux de vie, des lieux aussi d'innovation ou tout simplement de culture. Mais pour cela, il faut bien sûr oser les repenser, les reconquérir et, vous l'aurez compris, les transformer comme on va en parler ce soir. Et cela, et c'est pas une mince affaire, avec les impératifs du XXIe siècle, notamment techniques, bien sûr, mais aussi environnementaux et souvent encore socio-économiques. Pour ouvrir cette soirée, nous aurons le plaisir d'écouter 3 chercheurs et experts nous parler ensemble du projet Swiss Rénov', un programme dédié à la reconversion durable des friches industrielles. Pour cette présentation, nous aurons donc Nicolas Babet, de l'Institut du Management des Villes et du Territoire à la Haute École Arc, Bertrand Canel, professeur HES ordinaire et responsable des filières génie territorial et géomatique à la HEIG Vaud, ainsi que Benjamin Chevalier, professeur associé en transformation digitale à la HEIG Vaud également. Ils nous expliqueront les spécificités et enjeux de ce projet innovant et ambitieux. Et ensuite, dans un second temps, nous aurons ensuite l'honneur d'entendre Eric Honegger, architecte et cofondateur du Bau Bureau in situ à Bâle. Il partagera avec nous le retour d'expérience du Gundendingerfeld, cet ancien site industriel devenu un espace vivant et multifonctionnel. Et bien sûr, une troisième et dernière partie avec vous, le public, que vous soyez ici ou comme ça a été dit, en ligne, où nous ouvrirons l'échange à des questions, commentaires, peut-être compléments ou d'autres expériences pour les personnes qui s'y connaissent. Et donc, un grand merci au service de la ville d'Yverdon ainsi qu'à la HEIG Vaud pour l'organisation de cette soirée pour lequel, durant ce cycle, le courrier a grand plaisir à participer. Et sans transition donc, place à la première présentation avec nos 3 premiers intervenants concernant Swiss Rénov'. Bonne soirée et bonne écoute. Bonsoir mesdames et messieurs, je me présente, je m'appelle Nicolas Babet, je suis professeur à la Haute École de Gestion Arc et puis j'ai la responsabilité de ce projet. Heureusement je ne suis pas tout seul, il y a au moins 2 de mes collègues qui m'entourent. Alors qu'est-ce que c'est Swiss Rénov', les objectifs tout de suite? Je fais une parenthèse, je vais parler vite parce qu'on a très peu de temps, puis on a tellement de choses à dire et puis on ne pourra pas tout dire.
Donc c'est soutenu financièrement par le programme Flagship, qui suppose de l'innovation systémique. Heureusement, InnoSuisse ne définit pas ce qu'est l'innovation systémique, donc on peut faire beaucoup de choses. Il y a 22 partenaires d'implémentation. Dans ces 22 partenaires d'implémentation, il y a environ les 2/3, ce sont des entreprises privées qui sont actives dans la construction, dans la transformation et puis également dans la conception. Donc c'est assez large, et puis ça c'est vraiment un avantage. Là-dedans, il y a aussi 3 propriétaires de friches, témoins. Donc il y a 22 partenaires d'implémentation, il y a 2 objectifs généraux, et puis qui doivent respecter les principes du développement durable et ainsi que les principes de l'économie dite circulaire. Donc le premier objectif, c'est de développer une méthode de valorisation matérielle des friches industrielles, respectueuse des principe de l'économie circulaire. Donc là, il y a un aspect très technique, très orienté construction. Et puis un deuxième objectif qui concerne la valorisation, en fait, la valorisation économique du plus grand nombre de friches possibles existantes dans le canton du Jura. Donc il y a également 8 partenaires académiques. J'ai pas le temps de tous les citer, vous en avez déjà 2 devant vous. Et puis le projet dure 4 ans, il a commencé en 2024, il va se terminer en 2028. Alors le programme, on a 8 sous-projets. Alors je suis également responsable du sous-projet 1 qui consistait, maintenant il est terminé, qui consistait à faire un inventaire complet des friches industrielles. Je peux vous dire tout de suite, voilà, on a trouvé 200 bâtiments, 1/3 ce sont des bâtiments industriels, 80 parcelles, puis les causes sont celles que vous avez évoquées, liées évidemment à la désindustrialisation. Je passe directement au sous-projet 3, parce que c'est Bertrand Canel qui est responsable du sous-projet 3, qui consiste à déployer aussi des solutions en matière de visualisation de ces friches. Il vous en dira plus, je ne veux pas dévoiler le sujet. Et puis les projets 4, 5, alors là seront orientés dans des solutions techniques visant à essayer de récupérer le plus possible de matière, que ce soit des déchets de chantier, que ce soit des matériaux biosourcés, que ce soit de la réutilisation ou autre. Et puis donc là il y a une dimension d'innovation sur la base de ce que je viens de vous dire. Et puis enfin le sous-projet 8 qui consiste à déployer des modèles économiques circulaires durables. Ça c'est le travail de Benjamin Chevalier. Quelques mots sur les questions aussi de médiation visuelle, parce que Bertrand va en parler. Vous avez juste un petit schéma à gauche avec des outils experts relatifs à ces médiations visuelles. Alors là, c'est le travail de Bertrand. Quand je parle d'outils experts, c'est vraiment tous les outils de médiation visuelle nécessaires dans le domaine de la construction, de l'architecture, de l'ingénierie. Et puis, on a tenu aussi à ce que tout cet inventaire prenne place dans une plateforme interactive, ouverte à la population, aux investisseurs, aux acteurs politiques. Plus de 44 critères qui permettent de pouvoir décrire dans le détail ces différentes friches. Et puis en fait, cette plateforme interactive va être la porte d'entrée pour pouvoir aller dans le niveau en dessous. Enfin, c'est pas un jugement de valeur en dessous, c'est simplement voilà des outils qui sont disponibles pour les experts de la construction. Juste quelques mots sur le silotage incroyable des collectifs de la construction dans le canton du Jura. Vous voyez que j'ai utilisé une métaphore assez fruste de la boîte de sardines, mais il y a un peu plus de 13 associations fêtières là-dedans, et puis ces gens se connaissent pas, en fait, et puis ça fait appel aussi à des questions de gouvernance, puis je terminerai là-dessus sur ces enjeux de gouvernance qui sont absolument centraux, parce que on attend de nous, enfin InnoSuisse attend de nous aussi qu'on puisse faire perdurer ces différents résultats. Quelque part, si vous me permettez cette métaphore tissée, c'est que toutes ces associations fêtières, toutes ces entreprises, on peut les ranger dans des silos. On dit souvent qu'il faut désiloter, mais en fait, les silos, ils ont vraiment une fonction. Et puis, actuellement, il y a des flux de matière absolument gigantesques. Vous savez peut-être qu'en Suisse, c'est 90 millions de tonnes de matériaux dans la construction qui sont transportés, 2/3 ce sont des déchets. Il y a moins de 1% de ces matériaux qui sont recyclés. D'un point de vue environnemental, c'est juste catastrophique. Et puis, ce qu'on va essayer de faire le 3 juillet prochain, c'est de construire un collectif
permettant de pouvoir gérer ces flux de matière. S'il n'y a pas ce collectif permettant de gérer ces flux de matière, on va être mal parti pour pouvoir essayer de valoriser voilà, ce projet, puis de faire perdurer les différents résultats. Merci Nicolas. Donc Bertrand Canel, professeur à la GVD. On va parler du jumeau numérique. C'est tout bon, mon bras est long, on va y arriver comme ça. Et puis le plus simple, c'est d'illustrer par cette image, en fait, un jumeau numérique. On a besoin pourquoi? Comme l'a dit Nicolas, au niveau de ces friches, on ne sait pas forcément si on va les réutiliser, on va dire réutiliser les matériaux, les réaménager, etc. Et pour ça, on a besoin d'établir des scénarios. L'idée, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va faire de ces friches. Ces friches, ça peut être un bâtiment, mais ça peut être aussi un quartier. Donc c'est des choses qui sont assez étendues. Et la première, le travail qui m'incombe, c'est tout simplement d'établir ce jumeau numérique. Et un jumeau numérique, c'est quoi? C'est certes un bâtiment avec son enveloppe, mais c'est aussi qu'est-ce que contient le bâtiment. Et si on regarde sur la vue de droite, un jumeau numérique, c'est aussi bien des portes, des poignées de porte, des matériaux, des escaliers, etc. Et l'idée, c'est qu'à partir de ce jumeau numérique, on va pouvoir quantifier qu'est-ce qui est réutilisable, qu'est-ce qui n'est pas. On va ne serait-ce que savoir le nombre de portes qu'il y a dans ma friche, le nombre de fenêtres et ainsi de suite. Et c'est entre autres pour ça les partenaires avec lesquels on travaille. On va pouvoir dire au charpentier, tu as tant de poutres, il y en a peut-être tant en bon état, tant ou pas, etc. Donc ce jumeau numérique, il va falloir le réaliser. Et concrètement, l'intérêt d'un jumeau numérique, il y en a plusieurs. Déjà, je pense qu'au niveau du service de l'urbanisme d'Yverdon, on l'a au travers des différents plans de la ville, aux différents du cadastre ou autres. Donc ça permet à la fois d'avoir un historique, soit de l'ouvrage du quartier de la ville. Ça permet également, notamment dans les nouveaux bâtiments qui sont à jour, d'avoir aussi de planifier la maintenance. Est-ce que je dois changer, avoir le plan de la chaudière, un certain nombre d'éléments. Ça peut être vraiment des installations techniques. Et ça peut être aussi de faire des simulations, que ce soit du potentiel solaire, que ce soit si je change ma chaudière, comment ça va être réparti en termes de calories, si je change d'isolation, est-ce que je peux recalculer mon potentiel énergétique et ainsi de suite. Le seul souci, c'est que si on part là-dedans, ça veut dire qu'il faut avoir ce jumeau numérique, ce qui n'est pas toujours le cas. Autant pour un bâtiment neuf, on peut considérer qu'aujourd'hui, dans les derniers bâtiments, on peut avoir des plans numériques et des maquettes numériques qu'on va pouvoir réutiliser, si on l'a prévu au départ, parce que des fois elle est perdue dans la transmission des clés. Mais par contre, pour les bâtiments anciens, si on prend le château d'Yverdon, je ne sais pas si j'ose poser la question, je ne suis pas sûr qu'on ait un jumeau numérique aujourd'hui de la pièce dans laquelle on est, et il suffit de lever la tête entre les néons, les systèmes lumineux, etc. Je ne sais pas, alors c'est peut-être dans différents fichiers, dans différents services. En tout cas, il va falloir le faire, et ça, c'est un vrai travail en soi d'établir ce jumeau numérique à l'échelle d'un bâtiment, d'une friche. Et puis je vois, il y en a qui hochent la tête, et effectivement, on en est là. Comment on va faire ça? Pour le coup, à l'échelle de maisons individuelles ou de bâtiments ou de choses assez restreintes, on a des outils techniques qui le font, que ce soit du laser scanner terrestre comme en haut, mais c'est quand même des appareils à quelques dizaines de milliers de francs. C'est aussi du personnel, il faut se déplacer de pièce en pièce, il faut géoréférencer. Donc en fait, avant même de démarrer, potentiellement, on en a déjà pour plusieurs semaines, et je pense être un peu léger, pour établir ce jumeau numérique, ce qui, à l'échelle d'une friche, surtout si par exemple on veut la déconstruire, c'est peut-être pas rentable économiquement et on a peut-être besoin d'établir des scénarios en amont. Et pour cela, on a testé différentes techniques, dont la photogrammétrie. Alors on va pas rentrer dans le détail, mais c'est aussi d'imaginer dans ce projet quelle technique on va mettre en œuvre pour faire une première numérisation, peut-être pas exhaustive, mais en tout cas efficace, pour pouvoir établir des amorces de scénario, et ensuite on ira les raffiner. Donc ça, c'est des éléments qu'on met en place dans Suisse Rénov'. Maintenant, on a parlé de nouveautés techniques. L'idée, c'est aussi, aujourd'hui, c'est en général ces nuages de points, on va les saisir à la main, donc on fait appel à des dessinateurs, soit en Suisse, soit à l'étranger, et puis on va récupérer des plans, que ce soit 2D ou 3D. Là, l'idée, c'est de voir dans quelle mesure l'informatisation, les outils d'intelligence artificielle, et je parle bien d'outils, je ne parle pas que d'intelligence artificielle, vont pouvoir nous aider. Typiquement ici, à partir d'un nuage de points, les pièces qu'on voit en couleur, automatiquement, on arrive à reconnaître les différentes pièces, ce qui va nous permettre ensuite de pouvoir travailler à l'échelle de chacune des pièces. Au même titre que si vous regardez en bas à gauche, on a un nuage de points de global, mais on va pouvoir établir des coupes, et quand on regarde les coupes, l'image du milieu ou l'image de droite, on arrive directement à comprendre la distribution des pièces, la distribution des étages, là où sont les escaliers, etc. Donc c'est des outils comme ça qu'on va pouvoir utiliser pour pouvoir aider les experts métiers, les pros du bâtiment, de la charpente, mais ils vont pouvoir utiliser ces données-là. Une approche qu'on utilise aussi, c'est ce qu'on appelle de la segmentation. Puis vous allez me dire, ouais, mais là, il nous a donné un patchwork coloré type Andy Warhol. Non, l'idée, c'est de se dire, quand on a une friche, il y a une problématique tout simplement, c'est qu'on a des meubles, on a des pièces, on a des objets. On ne va pas tout déménager, numériser et remettre les choses en place. On a aussi des friches qui travaillent avec des industries, donc on ne va pas pouvoir le faire. Et l'idée, c'est de pouvoir utiliser là aussi l'intelligence artificielle, tout ce qui est apprentissage, pour pouvoir séparer en différentes catégories les nuages de points. En l'occurrence ici, même si vous ne connaissez pas l'endroit, vous avez reconnu a priori en vert, ça va être une pièce. En orangé, ça va être plutôt les murs. En jaune au-dessus, il y a de fortes chances que ce soit des poutres, et l'idée c'est de pouvoir nous aider en disant ok, je vais pouvoir me concentrer sur cet objet-là pour qu'ensuite un humain, qu'on soit bien clair, puisse aider à la caractérisation derrière.
Un autre élément qu'on va mettre en place, notamment dans cette réutilisation, c'est que chaque partenaire travaille sur l'une ou l'autre des objets ou l'un ou l'autre des matériaux. Et l'idée, c'est de voir, donc à l'échelle d'une friche qui peut être très large, c'est de se dire, tiens, cette fenêtre-là, en bas à gauche, elle m'intéresse. Est-ce que dans la masse de données, dans la friche, je vais pouvoir retrouver des éléments similaires? Et pour faire ça, on va utiliser les données qui sont acquises, que ce soit du scanner, soit des images, où on va tout simplement saisir la première fenêtre et ensuite essayer d'aller retrouver dans les autres scènes, les scènes qui sont similaires pour les proposer à un opérateur. L'idée c'est quoi? C'est de pouvoir se dire après, quand j'irai faire ma reconnaissance sur site, plutôt que reparcourir l'ensemble de la friche, je vais pouvoir me concentrer directement sur les éléments qui nous intéressent. Donc c'est là où c'est de l'utilisation de l'intelligence artificielle et pas une boîte fermée en espérant que ça marche. C'est vraiment ça. L'idée c'est d'avoir des choses qui soient efficaces. Et puis peut-être juste dans le cas d'une friche qu'on s'en rend bien compte, on a des zones étendues. Si on prend Sport 5 à Yverdon, c'est quand même relativement large. C'est des bâtiments qui peuvent être complexes. On a un historique en termes de construction. On a eu des évolutions, des agrandissements. Les niveaux ne sont pas tous de niveau. On a des fois 2-3 marches, etc. Ce qui fait que c'est assez complexe. On a beau avoir des plans, ils ne sont pas toujours à jour. Donc l'idée, je ne l'ai pas présenté là, mais c'est aussi bien entendu d'avoir cet historique de plan, de pouvoir avoir l'historique de vie du bâtiment et de la friche. Et puis l'idée de ce jumeau, comme l'a dit Nicolas, c'est à la fois que ce soit quelque chose qui soit utile à tous, à la fois en consultation, ne serait-ce que pour faire une visite virtuelle du bâtiment et puis nous permettre de découvrir des lieux qu'on ne connaît pas, mais c'est aussi extraire des caractéristiques vraiment d'un point de vue informatique pour ensuite établir des scénarios et pour savoir qu'est-ce qui est le plus rentable, durable ou autre en fonction des différents critères pour savoir qu'est-ce qu'on va faire ou pas. Et c'est pour ça qu'on a ce besoin de ce jumeau. Et puis pour le coup, je laisse la parole à Benjamin pour voir une fois qu'on a ce jumeau, comment on peut définir ces scénarios. Et puis j'espère qu'on est toujours dans le timing. On a essayé d'être nickel, mais voilà. Ok, merci Bertrand. Alors bonsoir à tous. Donc moi je suis l'économiste de l'équipe. Je suis heureusement pas tout seul pour résoudre ces questions, puisque les questions qu'on nous pose à la fin une fois qu'on a fait toute l'ingénierie et la modélisation de ces friches, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va en faire et est-ce que ça va être rentable. Chose qui fait transpirer tout le monde au début du projet, un peu plus à la fin. Voilà, donc moi je vais juste vous montrer deux choses. La première, c'est Nicolas évoquait des collectifs qu'il s'agit de tisser et d'harmoniser, à travers une trame, un fil, etc. Et donc de mettre un peu en musique. Quand on se pose la question de manière un peu brute de qui fait quoi sur ces projets de revalorisation des friches, on obtient ce genre de diagramme un petit peu dont je vais vous épargner les détails. Mais voilà, vous voyez qu'il y a des couleurs dans tous les sens, il y a des formes, il y a des flèches. Voilà, donc pour vous montrer un peu la complexité de la chaîne d'acteurs en fait qui se déploie autour d'un projet de revalorisation de friches industrielles. Vous avez à la fois des corps de métiers spécifiques, des CFC, des charpentiers, comme le disait Bertrand, des électriciens, etc., etc. On a évidemment toute la conception, les architectes, les audits, les ingénieurs qui vont venir regarder comment ça peut jouer en termes de génie civil. On a un ensemble de friches qui sont vues comme des ressources. Et puis, il va falloir en faire quelque chose, le valoriser, en faire quelque chose de nouveau, soit en recyclant ces matières, soit en les réemployant dans des nouvelles constructions. Et vous voyez qu'en fait, l'objet central au milieu de tout ça, c'est ce qu'évoquait Bertrand, c'est ce fameux jumeau numérique. Ici, on l'a appelé BIM pour Building Information Model, mais voilà, par extension, on parle bien du même objet. C'est la manière dont on va se représenter ces friches, ces bâtiments, avec un impératif quand même qui est essentiel, c'est que tout le monde parle le même langage. Et ça a l'air de rien comme ça, mais en fait, quand vous voyez le diagramme, il faut que tout le monde se comprenne, que tout le monde parle des mêmes objets, les désigne de la même manière. Et donc, c'est tout ce travail qu'on fait de modélisation et quelque part de normalisation du langage autour de ça. Donc ça, premier point. Vous voyez qu'il y a un truc essentiel, c'est vraiment l'information, comment elle circule et comment est-ce qu'elle est compréhensible par tout le monde. Et c'est loin d'être une mince affaire. Et puis, il y a une deuxième chose sur laquelle on peut insister, c'est les flèches oranges, là, que vous voyez peut-être pas, si ça va à peu près, sur l'écran, qui sont les flux de matériaux. Et les flux de matériaux, on voit qu'ils sont nombreux, qui vont dans de multiples directions. Et ça, pour nous, économistes, c'est un défi parce que ça représente des coûts. À chaque fois que vous avez des mouvements de matériaux, c'est un ensemble de coûts logistiques qu'on va essayer de minimiser parce qu'en fait, c'est ça le véritable enjeu dans ces projets de réhabilitation de friches et de revalorisation, c'est d'essayer de faire rentrer les impératifs économiques dans des proportions raisonnables
et notamment au travers deux types de coûts logistiques, à savoir les mouvements, transporter des matériaux, et le coût de stockage également, qu'on oublie souvent, mais qui en fait est assez déterminant dans la rentabilité finale du projet. Donc une fois que j'ai dit ça, je vais juste vous montrer en fait comment est-ce qu'on décide du traitement d'une friche et de sa future valorisation. En gros, Bertrand parlait de scénario, on a trois possibilités, soit requalifier le bâtiment et essayer de le réutiliser plus ou moins tel quel. Sinon, on a le recyclage des matériaux, on prend, on enlève, on va traiter sur un site industriel lointain et puis on remet ces matériaux, le béton, le bois, l'acier, dans des circuits de distribution classiques. Et puis, on a un troisième scénario qu'on essaye de privilégier parce qu'il est assez efficace en termes d'intensité carbone et énergétique, c'est de réemployer les matériaux pour ce qu'ils sont. Donc ça veut dire on va démonter une charpente, la stocker, éventuellement peut-être la retraiter un peu, la retailler et la réemployer sur un projet futur ou sur un autre site de construction. Idem, alors ça on le fait depuis longtemps, idem avec d'autres matériaux type acier, et depuis peu aussi avec les structures porteuses béton également, des murs, des dalles, et ça on va essayer de les découper plus proprement, de les déposer et d'imaginer à quoi elles pourraient servir sur d'autres projets. Alors, une fois qu'on a dit ça, comment est-ce qu'on fait pour décider justement si on réemploie, si on recycle ou si on jette, parce que finalement, voilà, ça va rester un déchet final. Et donc là, je vais vous présenter le process par lequel on décide de ça. Là encore, ça a l'air un petit peu complexe. C'est finalement assez simple. On se pose une série de questions binaires par lesquelles on va répondre par oui ou par non. La première, c'est est-ce que cet élément que j'ai démonté ou que j'ai devant les yeux grâce au BIM et aux jumeaux numériques, est-ce que je peux le réutiliser en tant que tel? Si oui, est-ce qu'on a un marché pour ça? Est-ce que j'ai un acheteur? Et si j'ai un acheteur, magnifique, je le démonte, je le transporte et je le livre à mon acheteur. Fin de l'histoire. En général, c'est pas si simple et souvent, on bute à la deuxième question, est-ce que j'ai un acheteur? Est-ce que j'ai un marché pour cet élément, pour cette charpente, pour cette dalle? Et en général, non. Je ne l'ai pas tout de suite, mais par contre, je suis assez confiant quand même sur le fait que dans un futur proche, dans 6 mois, dans 1 an, je vais pouvoir le valoriser. Et donc là, on rentre dans un cycle de stockage en se disant, je fais le pari que cette dalle, cette charpente, elle a une valeur intrinsèque suffisamment forte pour trouver un acheteur dans les 6 mois, donc je vais le stocker. Je le stocke et une fois cette période de stockage passée, j'ai trouvé mon acheteur et je reviens là sur la case verte que vous voyez. Qui est le moment où je vends cette ressource. Si j'ai pas d'acheteur tout de suite et que j'enchaîne comme ça les cycles de stockage, est-ce que j'ai trouvé un acheteur? Non, on repart sur du stockage. Si ça dure trop et que j'empile les durées de stockage, alors on finit dans notre schéma par se dire ok, trop cher de stocker, ça finit à la déchetterie et voilà, malheureusement c'est le destin classique, on va dire, de ces matériaux. Donc ça, c'est si c'est réutilisable ou pas. Si c'est vraiment pas réutilisable en tant que tel, on va se poser la question de son recyclage. Et si c'est pas recyclable à un prix acceptable, ça part encore une fois en déchetterie. Donc vous voyez, c'était juste pour vous montrer en fait qu'on a finalement une manière assez systémique de décider du destin de ces matériaux et de leur valorisation. Et puis c'était l'occasion pour moi d'insister sur 2 coûts. Je vous ai montré les coûts de transport un petit peu qu'on voyait à travers les flèches sur le schéma précédent. Ici, il y a cet enjeu autour des coûts de stockage, voilà, sur lequel je voulais insister. Ça a l'air de rien comme ça a priori, mais en fait, stocker des matériaux ou des éléments qui peuvent prendre de la place, un escalier en béton, voilà, des structures, dans des zones urbaines où le coût foncier et le prix du foncier est extrêmement élevé, ça chiffre très 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 vite et c'est vraiment là-dessus qu'on doit faire des efforts pour améliorer en fait les scénarios qu'on peut proposer à des sites de friches industrielles ou non pour leur trouver une seconde vie et notamment en ce qui concerne leurs matériaux et les éléments de structure. Donc voilà, je vais m'arrêter là et puis peut-être vous avez des questions ou des remarques par rapport à ça. Merci beaucoup à vous trois.
On aura les questions ensuite, après la question suivante. Merci bien. Et on se dirige du côté de Bâle avec Monsieur Eric Honegger. Donc, bonjour à tout le monde, je suis très content d'être là. Vous m'avez déjà présenté. Je trouvais le titre en fait très alléchant. Je vais être nettement moins technique que mes parleurs avant. J'ai quand même réfléchi aussi à quel était ce potentiel là qui dort un peu dans ces friches urbaines. Et j'en ai trouvé 4 comme ça à la va-vite en préparant. Il y a évidemment on peut faire quelque chose pour le développement durable si on garde les bâtiments. Donc je suis d'accord avec vous, il y a ces 3 niveaux de garder les bâtiments, réemploi et le recyclage. Nous, dans notre bureau, depuis 25 ans, on travaille que dans de l'existant. On essaye de travailler que dans l'existant. On fait beaucoup de réemploi. On a fait des bâtiments neufs en réemploi, mais en fait, le but principal, c'est de pas les démonter. Donc, il y a un enjeu aussi par rapport à l'environnement. Le deuxième, c'est en fait de garder ces traces d'histoire dans les villes et de continuer à développer la ville en peut-être en changeant la programmation, donc peut-être de les faire plus sociales, plus accessibles et d'avoir en fait ces taches blanches dans une ville. Tout ce qui est industriel, c'est comme des taches blanches parce qu'en géographie, on n'a pas le droit d'y aller, donc en fait, on ne connaît pas. Et dès le moment où tout d'un coup on peut les ouvrir, tout d'un coup elles font partie de la ville et on peut y faire des choses. On verra ça avec le projet que je présente. Donc c'est des friches urbaines, donc on arrive à améliorer les villes ou à y amener quelque chose qui n'est pas encore là. Donc en fait c'est ne pas construire du neuf pour pouvoir quand même améliorer la ville en tant que telle. Et la quatrième, les bâtiments qui sont existants, les gens se l'approprient nettement plus facilement que des bâtiments neufs. Parce qu'en fait, ils peuvent aller dedans et voir si ce qu'eux, ils ont envie de faire, c'est faisable ici. Je vais avec un gastronome ici dedans, il veut faire un restaurant. 1 heure après, il peut faire son restaurant ici ou pas. Alors que s'il doit faire du neuf, il faut qu'il réfléchisse d'abord comment il veut faire sa cuisine, comment il veut servir et tout. Alors que là, ici, il va travailler en fait avec l'espace et ça amène en fait à une facilité de start-ups à réaliser des projets et les gens sont aussi prêts à adapter tout d'un coup leur concept qu'ils avaient en tête et tout d'un coup ils l'adaptent au lieu. Donc d'abord je vais vous montrer un exemple qu'est-ce qui se passe avec ces halles qui deviennent vides. Donc ça c'est une des halles sur le Gundeldingerfeld qui a été construite autour de 1891. On voit beaucoup de personnes, de l'électricité, mais pas vraiment des grosses machines, tout est encore fait à la main. Et ils ont produit pendant 120 ans des compresseurs en pleine ville de Bâle. Ils ont construit sur un champ, donc il n'y avait pas avant de ville. Ça, c'est une image à peu près de 1980. Donc là, tout d'un coup, on voit encore plus que 3 personnes au lieu de 50 avant. Donc tout ce que on sait sur l'industrialisation. Et ils ont décidé de quitter les lieux. Et tout d'un coup, en fait, les lieux sont vides. Et ça permet, en fait, d'essayer de faire quelque chose. Donc là, on voit, en fait, c'est la même halle qui n'a pas encore été transformée. Donc c'est encore la structure qui a 130 ans, 140 ans. Les vitrages, c'est les mêmes. L'isolation, c'est les mêmes. On a laissé les ponts roulants. Vous le voyez... je sais pas, on voit pas derrière vers le paroi. Et on voit devant, par contre, ils commencent déjà à faire de la cuisine. Donc on essaie de voir si un restaurant est faisable. On a adapté aux normes anti-feu et tout ce que vous voulez. Donc ça, c'est en fait pour montrer que ça peut fonctionner là avec un exemple. Donc ça, c'est octobre 99, on voit tout en haut. Donc une année après avoir arrivé à Bâle, tout d'un coup, cette friche, cette fabrique en pleine Gondeli est à vendre parce qu'ils sortent. Et trois personnes qui habitent dans le quartier, tout d'un coup, se rendent compte, là, il y a une chance énorme pour le quartier. On verra le quartier après. Mais c'est une chance énorme pour le quartier qui combat le bruit, qui combat le trafic et tout. Et tout d'un coup, de pouvoir faire quelque chose pour le quartier. Et on sait qu'en fait, ce qui manque dans ce quartier, c'est un centre.
C'est d'avoir un endroit où les enfants vont apprendre à faire du vélo protégé. C'est un endroit où il y a l'école de cirque. C'est un endroit où on peut faire une halle de grimpe. Donc, tout ce qui est en fait en relation avec des avantages pour le quartier. Donc on décide d'essayer d'acheter, de sauver en fait cette tache blanche. On fait le triangle que je disais avant, le lieu, l'idée et quels sont les gens qui vont utiliser cet endroit. Ce qu'on appelle le triangle magique, c'est en fait le narratif. C'est qu'est-ce qui va se passer là, où est ce lieu-là, où il est dans la ville, quelle sera la programmation, c'est l'idée, et qui c'est qui va venir en tant que visiteur dans le site, mais qui c'est aussi qui va faire cette programmation. Si on arrive à négocier assez bien entre ces trois pôles, on a en fait une clé pour une certaine réussite. Je n'ai pas garanti, mais si ça correspond, c'est en balance, ça fonctionne assez bien. Et après, en fait, avec ce narratif-là, on peut monter une structure, et puis faire le financement. Et en fait, c'est ce qui était arrivé. Donc, on a cherché en fait des investisseurs qui étaient prêts à racheter le terrain pour nous donner la possibilité de faire ce triangle, ce narratif de quartier. Le gondolier, c'est donc là, malheureusement, la carte est orientée sud vers le haut. Là, on voit l'arbre souris. Donc, en bas à gauche, ça c'est la gare principale. Donc, en fait, c'est le site qui est juste derrière. C'est un quartier qui a été planifié par des urbanistes. Ça, c'est l'ancien chemin qui traversait les prés. Et ça a été commencé à être construit à partir de 1875 jusqu'à 1920 environ. Donc en fait, on a une structure, hop là, parfait. On a une structure, là maintenant c'est orienté de nouveau nord, donc vous avez là la gare. Et en fait, on voit que c'est un quartier extrêmement orthogonal, avec un chemin là qui va un petit peu en biais, l'ancien chemin, et ça a été construit de telle manière qu'en fait, il n'y a que du logement, que de l'industrie et quelque part que 2 écoles. Donc, il n'y a rien pour tout ce qui est récréation, il n'y a pas de piscine, il n'y a pas de place de foot, il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de restaurant. Donc, c'était intéressant. Il y a un endroit qui peut être assimilé un tout petit peu à un centre, c'est le Telplatz ici, qui à l'époque n'avait aucun restaurant. Aujourd'hui, il y en a eu 6 à 8, donc il y a eu un changement pendant ces 25 années, donc ça a augmenté. Donc là, maintenant, on voit, ça, c'est notre site. Et on voit qu'encore ici à côté, il y avait de l'industrie à l'époque. Donc on voit à gauche, en fait, une ancienne usine. Et peu à peu, au fur et des années et au fur et à mesure des changements aussi, des zones à construire, tout d'un coup, presque tout est venu du logement, sauf la fabrique qu'on a réussi à reprendre. J'ai dû oublier plein de choses, mais ça fait rien, je crois. Donc le terrain, c'est 12 700 mètres carrés, donc à l'époque, ça vaut à peu près 12 millions. Donc on a été invité à présenter notre projet à l'entreprise sans avoir vu les lieux, sans avoir vu les espaces, donc sans avoir fait le screening que nous on fait, pas avec BIM, mais nous-mêmes. Et ils nous ont demandé à la première réunion quel était le prix qu'on était prêt à payer. Et on a calculé, on a dit qu'on avait besoin d'une pause de 5 minutes, et on a dit 12 millions. C'est à peu près 1000 francs par mètre carré à l'époque, autour de l'année 2000. Donc à partir de ce moment-là, ils nous ont considérés comme un acheteur potentiel, et on a rajouté qu'on était prêt à prendre tous les risques. Donc ils n'avaient pas besoin de démolir, ils n'avaient pas besoin de faire un plan de quartier, pas de PLQ, qu'ils pouvaient laisser tout ce qui était amiante, tout ce qui était la pollution dans les sols, qu'ils pouvaient tout laisser en fait. Ça permettait en fait pour eux de partir avec la tête haute et nous donner les clés et de ne pas avoir encore 5, 6 ans, 10 ans, 12 ans de planification devant eux. En parallèle, on avait trouvé 14 millions de francs pour racheter le tout avec des investisseurs. Alors Bâle, évidemment, c'est un gros mécénat, il y a pas mal de gens qui ont beaucoup d'argent et qu'on a essayé de les chatouiller au niveau du social, que jusqu'à maintenant, en fait, ils faisaient surtout des investissements ou des donations au musée d'art et tout, et qu'en fait, peut-être maintenant, le moment, ce serait venu aussi de faire quelque chose de social pour un quartier qui a quand même
des habitations assez vieilles, donc il y a pas mal d'immigrants, 40% d'immigrants, donc il faudrait avoir un centre où tout d'un coup les enfants en hiver ils pourraient aller jouer par exemple dans une pièce chauffée. Donc on a réussi à trouver tout ça. En avril on avait tout ficelé, on avait le concept, l'argent et le contrat d'achat, et le 1er novembre 2000, donc même une année après on avait les clés en main. Donc les objectifs qu'on suivait, je vous l'ai déjà dit, c'est créer un centre de quartier pour le Gundelding, c'est à peu près 20 000 habitants, donc c'est plus grand que Olten par exemple. Évidemment, mettre en œuvre les principes du développement durable, la déclaration de Rio, donc les 3 facettes, et créer un projet économiquement viable, donc de ne pas être dépendant de l'État, ne pas être dépendant de subventions, pour garantir en fait une longévité de ce projet. Donc nos locataires, ils peuvent être dépendants de l'État, une crèche d'enfants par exemple, ce genre de choses, mais nous, on voulait être indépendants, c'était assez important. Et on a fait que 3 critères pour choisir les locataires. Et en fait, il faut, quand vous mettez un thème comme un centre de quartier, en fait, il faut que vous fassiez un curatir, on dit en anglais, il faut choisir en fait ces locataires pour qu'en fait, il y ait assez du même type et qui représente en fait ces valeurs qu'on veut mettre en exergue et ce point fort qu'on aimerait mettre. Donc, c'est clair qu'en fait, la plupart, ou assez 50%, leur programmation, ce que les gens font, doivent être pertinents pour le quartier, doit avoir en fait ça doit être un aimant pour les gens qui habitent dans le quartier. Que ce soit, et le deuxième volet, comme je l'ai dit, c'est un quartier qui est socialement, qui est toujours dans les 3 derniers. Il est dernier, avant-dernier au 3e, et puis il bouge nouveau. Donc il y a toujours un volet d'intégration qu'on a demandé qu'ils aient un volet d'intégration. Donc on a par exemple un jardin d'enfants où on parle français. On a une école qui fait la 10e année pour les immigrants qui n'arrivent pas à lire après 9 ans d'école. Ou alors on a... évidemment, on a un centre de famille où on vient avec les bébés pour les peser, pour acheter des habits. On essaie de vraiment d'axer sur ce genre d'activité. Et puis, évidemment, il faut aussi qu'ils soient d'accord de nous suivre dans le développement durable. Donc, les 5 premières choses qu'on a fait, parce que nous, on n'avait pas d'argent du tout, donc on a mis des thermomètres dans les pièces pour que les gens ne se plaignent pas quand il fait 21 degrés et qu'il fait trop froid. On a changé les robinets pour qu'on utilise l'eau, il y ait moins d'eau. On a planté énormément de plantes, on verra ça après. Et qu'est-ce qui était encore ? Ce genre de choses, donc des choses très très à bas niveau, mais qui montrent en fait quel est le chemin qu'on va aller. Ça c'est la construction, ça c'est le montage. Donc en bas vous voyez Sulzer Immobilien qui a vendu ça. Ils ont vendu ça à Condeldingefeld Immobilien AG. C'est 3 caisses de pension et 3 privées. C'est très intéressant parce que ça fait que vous avez un réseau en ville. Si vous avez 6 personnes de la ville, vous avez le réseau, vous pouvez. Et c'est toujours le premier. Le plus dur c'était à convaincre, c'est le premier. S'il y en a un qui est prêt, après on peut aller chez le prochain et dire lui il a voulu, il veut, alors là, ouais, moi aussi je dois, alors et donc ça va assez vite, c'est pour ça que et on a choisi le bon premier en tout cas. Et après, nous on a créé une SA, on était 5 personnes à ce moment-là, et on a reçu un contrat amphithéotique, un droit de superficie, c'est-à-dire qu'en fait les bâtiments nous appartiennent, et on a payé 1 franc pour ces bâtiments. Mais on paye une rente de 600 000 francs par année. 5% de ces 12 millions, ça on paie encore aujourd'hui. Au début, ils nous ont encore aidés, ils nous ont donné des prêts, ce genre de choses. Et c'est nous, en fait, qui avons organisé le tout avec ces 5 personnes, plus de monde. Et après, on a loué ça aux locataires 1, 2, 3, 4. Et à un moment donné, comme en fait, c'est organisé comme une coopérative, mais c'est une SA, donc on était 5 dans le conseil d'administration, 5 CEO, c'est 5 qui faisaient le travail, plus encore d'autres personnes. Et on ne voulait pas avoir de dividendes. C'était pas l'idée, en fait, l'idée, ça a toujours été on fait tout pour le projet,
et si on gagne de l'argent, on reste dans le projet, et ça nous permet aussi d'avoir des loyers un peu plus bas. J'y reviendrai là-dessus juste après. Et donc, on a dû créer une Stiftung pour pas qu'après, nous, on ait trop d'argent au niveau des actions. Parce que tout d'un coup, là, on a acheté ça à 1 franc, ça valait 1 franc. Aujourd'hui, ça en vaut 25 millions. Donc, on a, après, chacun 5 millions. Tout d'un coup, on a peut-être un intérêt de vendre et de plus travailler, par exemple. Donc, en faisant ça, on a réussi à éviter ces questions-là. Ça, c'est l'entrée du Sulzer tout au début, donc plus ou moins le jour où on a reçu les clés. Ça, c'est la voiture du gars qui faisait que les gens ne rentraient pas. Et ça, c'est quelques années plus tard où on voit qu'en fait, une des premières choses qu'on a fait, c'est justement planter pour avoir biodiversité, pour avoir de l'ombre, pour qu'il y ait un accueil correct. Ça, c'est peut-être après une douzaine d'années. On a mis 10 à 12 ans à plus ou moins transformer, réorganiser le tout. On louait, après 8 ans, en 2008, on avait en fait réussi à tout louer. Et la seule chose qui était encore à faire, c'est ce silo-là derrière, avec l'escalier en métal rouge, là, parce que c'était des silos et en fait, c'est une structure verticale, donc c'est assez difficile de mettre des gens dedans. Donc là, on a mis un peu plus de temps à trouver une solution qui était correcte. Et ça, c'est aujourd'hui. Donc en fait, donc on grandit comme les plantes grandissent avec nous. Et en fait, c'est une des choses que dans tous les sites qu'on en a fait, après on en a développé une dizaine jusqu'à maintenant. C'est une des premières choses qu'on fait parce que ça prend du temps et ça pousse avec et évidemment c'est agréable. Ici, on n'a pas pu enlever en fait tout ce qui est au sol à cause de ce qu'il y a dans ce qu'il y a dans la terre. Aujourd'hui, on a à peu près 70 locataires. Des très petits, ils ont 30 mètres carrés, 20 mètres carrés, un physiothérapeute qui a une pièce de 20 mètres carrés, et les plus grands, c'est 1200 mètres carrés, 800 mètres carrés. Donc, on est assez diversifié. Là aussi, on a essayé de voir que ce soit on mise pas trop tout dans le même pot. Ce qu'on voit ici assez bien, c'est qu'on a dû enlever on a dû enlever ici une halle, ici une halle et puis ici pour avoir plus d'accès de lumière. Donc tout ça s'est fait toujours en parallèle. Ça, c'est une image de la nuit. Donc évidemment, on essaye aussi d'avoir du monde de 8 heures du matin à 11 heures du soir. Donc, que ce soit vraiment un centre où les gens viennent, ils peuvent boire une bière, où ils peuvent aller au yoga, où ils peuvent prendre un cours de danse. Donc, en fait, tout d'un coup, après, on a agrandi l'espace public. Ça, on appelle ça en allemand un lollipop dessin. En fait, tout ce qui est blanc, c'est là où le public a accès. Alors qu'on a ici tout ce qui est noir, ça c'est là où les gens marchent. Donc on voit très bien là, si je reviens, je crois que j'ai en arrière, voilà. Là en fait, là, voilà. Donc ça c'est en fait l'axe principal. Il y a une entrée ici, une sortie ici. Donc en fait tout le monde marche ici. Donc ça se voit assez bien ici dans ce cas-là, et puis ils ressortent ici. Mais en fait, toutes les halles qui ne sont pas le long de là, elles sont aussi publiques. Donc en fait, il y a au niveau du rez-de-chaussée, en fait, c'est vraiment un espace public. Ce qu'on a réussi à garder, c'est que c'est pas perçu comme un espace public, c'est plutôt un espace semi-public. Donc en fait, les gens se rendent compte qu'ils ont le droit de venir. Les gens ont le droit de venir. Tout ce qui est au niveau du sol n'est pas fixé, n'est pas vissé. Donc les poubelles, elles sont posées. Au début, elles bougent encore un peu, et puis à un moment donné, elles restent après 15 ans au même endroit. Donc les gens s'habituent aussi. Ce qui fait aussi que les gens, ils font attention à ce qu'il y a. Et donc on a à un moment donné, on n'avait pas assez d'argent au début, donc on a fait par exemple des terre-pleins avec du gravier. Et il y a très peu d'accidents, de vitres cassées, même s'il y a beaucoup d'enfants qui viennent jouer, là vous le voyez, et les locataires, ils ont le droit, je pars encore une fois, les locataires ont le droit d'utiliser les 3 premiers mètres devant leur maison.
Donc ils ont le droit de mettre des meubles, dans ce qui fait en fait qu'en fait on agrandit l'espace social, ils ne s'arrêtent pas à la porte ou dans la cage d'escalier ou dans le restaurant, mais tout d'un coup c'est dans l'espace public, dans l'espace semi-public, excusez-moi, dans l'espace semi-public, donc en fait les gens ils se rencontrent et ça fait qu'en fait tout le monde devient très vite, se connaît, se soutient. On n'a par contre pas réussi à faire une association de quartier par exemple ou de site. Donc parce qu'on est trop gentil, parce qu'on n'augmente pas les loyers et tout ça, sinon on avait réfléchi à un moment donné d'augmenter de 20% les loyers pour qu'il y ait cette association qui se fasse, mais on a refusé. Après évidemment des espaces publics ou semi-publics à l'intérieur où il peut y avoir des fêtes, à gauche là où il y a la nourriture, là ça c'est en fait des salles de conférence qu'on peut louer, qui sont partagées. Évidemment, on a enlevé certaines halles, ce que j'ai dit, on a dû faire des façades. À droite, c'est le siège central de ProNatura, par exemple. C'est un bâtiment Minergie qu'on a fait à l'époque, où on a évidemment photovoltaïque, 800 mètres carrés de murs en adobe, tout ce qui est toilette et tout, ce recyclage, ce qu'on pouvait faire déjà il y a 20 ans facilement. La construction, elle est restée ce qui était d'avant. Ce qu'on s'est rendu compte et ce qu'on a fait après, c'est quand on n'a pas beaucoup d'argent, on avance par petits pas. Donc on risque très peu. Donc on peut faire des erreurs et on peut les corriger. Et après, quand on avait quand même de l'ouvrage qui avait assez d'argent, on a continué à faire ça comme ça. Et en fait, donc on s'adapte. 2, on peut commencer le jour où on reçoit les clés, on peut avoir un premier locataire qui vient, un deuxième, 3 mois après, un cinquième, donc ça grandit ensemble. C'est pas c'est vide et tout d'un coup après c'est jour J et puis après ça met 20 ans à s'adapter aux alentours, au voisinage, tout. Donc moi je pense que si on arrive à faire des développements de friches industrielles par petits pas, ça marche très bien. Là, vous voyez la Markthal est derrière. Ça aussi, c'est un projet qu'on a fait. La Markthal à Bâle, ceux qui peut-être ont une fois été là. Là aussi, on a commencé avec 3 tables et seulement 2 personnes qui vendaient à manger. Alors qu'aujourd'hui, c'est 27, c'est 900 places. Donc, même dans ces cas-là, on arrive à mettre ça en place. Dernier point. Je trouvais assez intéressant le côté du BIM. Nous, on a l'impression que c'est nous le BIM, parce qu'on est ceux au milieu qui regroupent un peu tout. Et il y a 2 choses où on regarde vraiment bien, c'est quelle est la potentialité des espaces déjà existants. Donc, on cherche en fait des locataires qui prennent ces espaces-là comme tels qu'ils sont, ou qui ont besoin de ces espaces-là. Donc, on ne va pas commencer à faire dans une halle comme celle-ci, mettre une dalle dedans et faire des bureaux. On va essayer de trouver en fait un locataire qui utilise cet espace qui est là à disposition, qui est déjà construit. Et donc en fait, après l'intervention sera plutôt à l'échelle de l'isoler, ramener peut-être de la technique, plus de courant, chauffage au sol, parce que là il chauffait à l'air, donc il y a trop de différence de température au niveau des... Et donc après on trouve par exemple ça comme solution. Donc on cherche et on essaye de donner assez de place pour que ces entreprises-là puissent en fait se développer encore. Donc on remplit pas à fond, on laisse un peu de 10%, 20% d'espace encore, peut-être pas encore vraiment utilisé. Et malheureusement, j'ai pas de photos, mais là maintenant, aujourd'hui, ils ont construit derrière, là où il y a la galerie, ils ont agrandi la galerie pour faire du bouldering, et puis ils ont mis au milieu des arbres de grimpe. Donc en fait, ils ont réussi à grandir avec aussi le site. Ça, c'est dans la A8. Celle-là, on a dû la séparer parce qu'en fait, elle était trop grande. Donc ça, c'est un endroit de coworking avec où des entreprises qui veulent repenser un peu à leur stratégie peuvent venir dans un endroit qui est un peu différent que les bureaux dont ils ont l'habitude d'y aller. Et puis aussi, évidemment, on a même de la fabrique, évidemment, une brasserie. Ça, évidemment, on a un peu comme partout aussi un fitness. On a eu évidemment des églises.
qui ont demandé. Ça, c'est presque dans tous ces centres-là, ça arrive. Et par hasard, en préparant ici, j'ai retrouvé quelque chose que l'Hackathon Vassal a dit. Donc, le rôle de la nouvelle intervention ne consiste pas à simuler ce qui existe déjà, donc on ne copie pas, mais à réanimer et à exploiter la potentialité latente. Donc en fait, c'est vraiment de rajouter en fait ce qui fait dans ces lieux pour tout d'un coup ils soient utilisables tels qu'ils sont et pas essayer de les retransformer ou de les démonter et de les remonter. Voilà, je crois que c'est pile 20 minutes, non? Merci beaucoup, Monsieur Neguer. J'invite nos 3 premiers intervenants à rejoindre aussi Monsieur Neguer. Et puis, comme ça, on peut passer à cette partie d'échange avec vous, le public. Je rappelle aussi dans le chat que vous pouvez nous envoyer vos questions que je tâcherai de retranscrire. Et donc, je pense que vous connaissez un peu la règle lors de ces parties. Je vous invite à faire des questions plus ou moins brèves, succinctes, pour permettre à tout le monde de pouvoir échanger. Et puis, parlez bien dans le micro, parce que parfois, il y a un peu des va-et-vient. Voilà, donc peut-être je commence ici avec le public présent. Est-ce que vous avez déjà quelques questions, commentaires et Pascal Fischer, moi c'était juste que j'ai trouvé très intéressant l'histoire de la végétalisation qui grandit avec l'utilisation. Et puis je pense que, en tout cas pour la problématique d'Yverdon à Sport 5, c'est peut-être ce qui manque. Merci pour le commentaire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut rebondir directement là-dessus ou je vous passe juste ensuite alors? J'ai une question justement concernant Marc Wettstein, YFab Lab, donc un des locataires actuels de Sport 5. La végétalisation justement à Bâle, tout est hors sol ou est-ce que vous avez quand même planté des choses au sol? Comment est-ce que vous avez géré les problèmes de pollution du site? Je ne pense pas que vous êtes amusé à dépolluer tout le site pour pouvoir planter. Non, on a surtout gardé tout ce qui était déjà asphalté, en tout cas au début. Il y avait à quelques endroits où on pouvait planter. Et on a fait beaucoup en hors-sol, en fait avec les caisses qu'ils n'ont pas emmenées. Donc on a gardé les caisses et on a planté, et on les a posées là où on pensait qu'elles restaient, et avec le temps, elles restaient au même endroit. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait en fait demander à la population du quartier de nous amener les plantes qu'ils avaient sur leur balcon et qu'ils ne voulaient plus. Et c'est avec ça qu'on a fait des pousses, et en fait c'est les pousses qu'on a planté. Donc en fait, c'est à double. C'est eux, ils ont pu participer, et nous, on a profité de ces plantes. Donc c'est assez. Et on avait aussi très tôt, on a organisé une entreprise qui travaille avec des gens qui essayent de réinsertion de travail après des maladies, surtout mentales. Et donc, en fait, c'est eux qui s'occupaient du site, c'est eux qui nettoyaient le site, c'est eux qui ont fait ces pousses, c'est eux qui les ont plantés, c'est eux qui les arrosaient. Et donc, en fait, c'est des handicapés qui prennent soin du site. Et donc, souvent, ils sont très longtemps là, donc on reconnaît les gens. Donc, en fait, tout d'un coup, ça aussi, ça fait un melting pot. En fait, et toutes ces choses-là, en fait, s'entremêlent. Mais moi, je suis sûr qu'on peut. Et maintenant, on commence à ouvrir parce qu'on sait que la pollution n'est pas partout, parce qu'on a fait des essais. Donc, on arrive maintenant à ouvrir à certains endroits. Merci. Oui, Xavier Fischer, j'ai aussi une question à Eric par rapport à ton schéma d'escalier où je trouve que c'est intéressant. On a souvent tendance à penser projet et puis en fait, toi tu penses processus. Mais alors du coup ma question, peut-être que l'économiste des hautes écoles peut aussi rebondir, mais par rapport à la charge que représente la location, comment on arrive à gérer en fait le fait de faire pas à pas, de pas tout investir les lieux au début,
d'investir progressivement, et puis ça rentre quand même, enfin, il faut un concept de base, je pense. Enfin, comment tu articules le projet avec le processus et aussi sur le plan économique? Ça marche toujours. Non, je crois qu'en fait, évidemment, je pense qu'on arrive à négocier au départ des conditions assez favorables. Si on fait tout en une fois, il y a 5 ans où il n'y a pas de loyer. Nous, on a du loyer à partir de la première année. Et peu à peu, on augmente. En ayant payé que 1 franc pour les bâtiments, on a pu aller, c'est une première banque. On a eu la chance que l'entreprise une partie de l'entreprise est encore restée pendant 2 ans, donc ils nous payaient des loyers sur, je dirais, 30 ou 40% du site. Donc avec ça, tout d'un coup, nos bâtiments avaient une valeur, disons, de 4 millions, donc on a pu emprunter 2. Donc avec ces 2, on peut faire les premiers travaux. Et la plupart du temps, on essaye de louer ce qui est facilement louable. Donc, pour avoir une rentrée d'argent. Et tout d'un coup, à ce moment-là, on peut déjà commencer à ouvrir le site. On n'a pas besoin de le sécuriser. On n'a pas besoin de mettre des caméras. Parce que tout d'un coup, il y a du monde qui vient. Il y a aussi des schémas. Qu'est-ce qu'il faut faire tout au début si on veut que ça marche? Un des systèmes qu'on utilise, c'est d'avoir très vite une gastronomie. Pour pouvoir permettre aux gens en fait, de venir sur leur site. Jusqu'à maintenant, ils n'ont jamais le droit d'y aller. Donc en fait, ils ne savent jamais, j'ai le droit de rentrer, je n'ai pas le droit de rentrer, la porte est ouverte. Mais alors que si je peux acheter un café, si je peux acheter une bière, parce qu'à l'intérieur il y a un restaurant, c'est le ticket d'entrée en fait. Donc en fait, c'est des petites choses comme ça. Et au début, on est 3 à travailler. Et puis après, on augmente au fur et à mesure. Et de temps en temps, on peut aussi négocier qu'on paye le droit de... la rente, on est arrivé après 6 ou 7 ans au maximum de la rente, mais ce qu'on n'a pas payé, on le paye maintenant chaque année par-dessus. Donc c'est toujours des choses qu'on négocie. Donc on est en fait en une permanence de négociation tout le temps, avec le triangle que je disais, mais aussi avec tous les locataires, avec tous les propriétaires et ce genre de choses. Monsieur Chevalier, vous vouliez rajouter quelque chose? Merci. Florent Jorin de la HEIG. En fait, moi j'ai l'occasion de travailler parfois avec les personnes de Suisse Rénov et puis parfois avec des personnes qui travaillent comme Monsieur Honegger sur le développement de sites avec des approches, comme on l'a vu dans les 2 exposés, assez différentes. Une beaucoup plus analytique, technique, l'autre je qualifierais peut-être plus organique ou intuitive. En tout cas, c'est l'impression que ça m'a donné. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est justement de voir comment vous pouvez mettre ces questions-là en dialogue. Est-ce que c'est des sites qui sont différents parce que vous avez, dans le cas de Suisse Rénov, plutôt fait mention de sites industriels, alors que là, ça veut dire peut-être c'était un site industriel, mais vraiment très immergé dans un quartier. Est-ce que ça dépend du contexte, qu'il faut choisir des approches un peu différentes, ou alors c'est tout à fait complémentaire, et puis c'était 2 angles de vue d'un même ensemble? Et ça, j'aurais voulu vous entendre, peut-être les 4, sur cette question. Au moins 2 parties. Non, alors du dialogue, je suis sûr qu'on peut avoir du dialogue. J'avais parlé très rapidement de 3 propriétaires de friches partenaires, et puis 2 de ces 3 friches, si on les mettait ensemble, correspondent grosso modo, en tout cas il y a des résonances avec voilà, les tactiques, les stratégies qui sont mises en place par rapport à ça. Mais le contexte est complètement différent. On est dans le canton du Jura. Non mais c'est voilà, Delémont c'est 12 000 habitants, avec l'agglomération ça doit faire 25 000. Il y a voilà une taille suffisante pour avoir un lieu comme Sport 5, mais 60% des friches industrielles, c'est en Ajoie, c'est la déprise démographique, c'est ce genre de choses. Et puis je rajouterais aussi que il faut quand même le dire et le redire, l'économie circulaire, c'est de la matière. Et puis comme le disait Benjamin, où est-ce qu'on stocke? Où est-ce qu'on transforme?
il n'y a plus de place dans les villes. Donc bien sûr qu'il y a un marché pour valoriser ces lieux, mais c'est quand même une question sociétale qui est majeure. Parce que si on veut être dans la durabilité, dans les transitions, il faudra passer du flux, enfin des flux internationaux, à des flux plutôt locaux, et puis stocker, quoi. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Oui, non, juste pour enfoncer le clou sur le canton du Jura. Très beau canton au demeurant, magnifique, qu'on aime vraiment beaucoup. La joie, enfin moi je pense au site de Flaza là, qu'on n'a pas mentionné. On est vraiment à l'opposé total de ce qu'on a ici à Bâle. On a une usine qui est au milieu des champs, qui est magnifique, qui est neuve, qui tourne encore, qui fait de la filature et sur des fils techniques pour l'industrie notamment. On est vraiment dans une configuration qui est à l'inverse de celle-là, quoi. Donc c'est vrai qu'on peut chercher des dynamiques, mais les contextes sont vraiment hyper différents. Moi, je suis assez d'accord qu'il y a cette différence-là, le processus et la partie très technique. Il ne faut quand même pas oublier que pour pouvoir faire ça, pour accompagner ces processus, il faut qu'on gère vraiment les outils d'architecte. Si on veut construire bon marché, il faut en faire nous on fait toutes les phases de l'architecture, on les fait nous-mêmes. Parce que celui qui dessine, il faut qu'il sache combien ça coûte et il faut qu'il sache comment la DDT sera faite. Alors c'est vrai, on a sur les 10 sites, il y en a peut-être 5 qui sont en ville, il y en a 4 qui sont en bordure et il y en a un qui est dans une petite ville de 2000 habitants. La fabrique qui faisait vivre la ville. Là, on a trouvé des solutions, mais c'est toujours des solutions situatives. Ce qu'on a aussi, là, vous voyez 2 entreprises, In situ et Tenstadt, mais en fait, on est 4 entreprises, et il y en a une, c'est Circular, on fait la même chose que vous, mais pas avec BIM. On fait des catalogues de matériaux de construction qu'il y a à certains endroits. Et on décide, par exemple, aussi, là, on vient de rénover un bâtiment industriel où on voulait isoler les fenêtres. Et donc là, on s'est posé la question, est-ce qu'on met des vitrages vacuum, on met au 3, ou on change les cadres, et en fait, on a fait des calculs CO2 pour savoir quel était le meilleur, et en mettant ça en parallèle avec les coûts. Donc en fait, moi, je pense que ce que vous faites là, vous le poussez nettement plus loin que nous, mais on est obligé, évidemment, de travailler presque plus précis, en fait, que dans du neuf. Sinon, ça ne fonctionne pas. Donc, en fait, ça demande ce savoir-faire, et alors qu'on pense que c'est du processus. Donc, mais en fait, c'est la base pour savoir si ce local-là, il est idéal pour une utilisation, pour une programmation. Il faut que je le connaisse, il faut que je sente comment c'est au niveau climatique, par rapport à la lumière, comment je peux amener du chauffage. Donc, tout ça, ça fait partie. Donc, là, vous êtes sur le bon chemin. Si vous pouviez ouvrir un peu au niveau programmation, comme ça serait encore mieux. Florent voulait qu'on parle les 4, alors on va parler les 4. Non, mais je voulais juste te dire que la différence aussi d'approche, enfin déjà on fait la même chose en fait, sauf que là vous êtes arrivé avec un projet, vous avez choisi votre zone, vous aviez alors les financements, enfin vous les avez trouvés, hein, ils ne sont pas tombés du ciel, mais globalement vous avez pu construire avec les moyens que vous aviez en tant que entreprise ou association. L'idée du projet Suisse Rénov', c'est de se dire, il y a des entreprises qui n'ont pas choisi... j'allais dire de devenir une friche, c'est pas le bon terme, mais en tout cas de devoir se rénover, soit à cause de démarches industrielles. Et là, l'idée, c'est de fournir les outils. Et effectivement, vous avez parlé d'ouverture. Tout ce qu'on est en train de mettre en place dans Suisse Rénov', certes, c'est des écoles, mais c'est aussi des partenaires à toute taille. Il n'y a pas que des entreprises de plusieurs millions de chiffres d'affaires, c'est aussi des fois 3, 4, 5 employés, mais qui peuvent intervenir dans ces chaînes-là. Et l'idée, c'est à la fois de documenter les processus, éventuellement de les mettre en open source ou pas, ou en tout cas de les diffuser pour que justement ces outils d'analyse qu'on met en place, déjà on se serve aussi de votre expérience d'une manière ou d'une autre, mais qu'elle puisse aussi resservir dans différents cas d'utilisation. Ce qui est le but de ces projets InnoSuisse ou autres, c'est qu'il y ait vraiment des retombées et à toutes les échelles, et pas forcément des gens qui ont plusieurs millions ou en tout cas qui ont les reins pour arriver, mais que ça puisse servir à tous les niveaux de la chaîne. Donc pour moi, c'est plutôt une expérience qui nourrit, et nous, c'est comment on peut l'appliquer à différents cas d'usage. Et certes, le cas d'intérêt, c'est aussi le canton du Jura, mais c'est aussi vraiment à l'échelle de la Suisse, et toutes les réflexions qu'on a, que ce soit en termes d'économie, de circularité, c'est à la fois pour des petites entreprises, mais à l'échelle globale de la Suisse. Donc pour moi, c'est vraiment
Enfin, c'est pas complémentaire, mais en fait, on se rejoint, en fait. J'ose rajouter quelque chose, tu fais bien de mentionner ça, Bertrand. Un des enjeux en tant qu'économique, en tout cas sur ces réhabilitations de friches, c'est de produire des micro-filières. En fait, c'est-à-dire que on sait qu'on a par exemple en termes de réemploi, on a des stocks de matériaux très limités, très ponctuels. Il faut qu'on trouve à les valoriser. En fait, c'est pas forcément des grandes boîtes ou des grandes structures qui vont s'emparer de ça. Donc, il s'agit aussi en termes de dynamique de territoire, dynamique économique de territoire, de permettre à des petites structures agiles, des petites boîtes, de valoriser des micro-filières, peut-être sur un temps donné. Et donc, ça rejoint aussi quand même quelque chose d'assez organique, comme disait Monsieur Jorin. Et puis, juste avant de lâcher le micro, peut-être un des points communs qu'il y a quand même entre deux exemples comme celui de Bâle et les nôtres, le point commun, c'est le problème du temps. Moi, j'ai l'impression. On essaye de se donner du temps, finalement. Vous, en n'y allant pas trop vite pour pas se mettre des contraintes financières trop fortes sur les projets et puis pas être rattrapé par des créances ou des choses comme ça. Et puis, nous, sur des projets un peu plus ingénieurs, etc., d'essayer d'anticiper pour avoir le temps de stocker, le temps de trouver des clients, le temps de comprendre ce qu'on va en faire, etc. Et finalement, je pense que voilà, on a des approches peut-être un peu différentes, plus techno d'un côté, plus organique de l'autre, mais on a ce problème commun qui est de sortir de l'économie classique, très linéaire, qui va le plus vite possible pour rentabiliser, quoi. Merci beaucoup. N'hésitez pas à vous manifester avec la main levée pour les prochaines questions. Mia Schlegel, architecte, vous m'entendez? J'avais préparé une question, mais vous venez d'y répondre partiellement. C'est pour le projet de Bâle. En fait, votre équipe, si j'ai bien compris, vous êtes à peu près 5 personnes. Vous disiez vous êtes une équipe BIM, mais je voulais savoir, c'est qui ces personnes en fait? Est-ce que vous êtes des architectes ou vous avez quoi comme formation de base? Donc sur les 5 de départ, il y a 3 architectes, un musicien et un vétérinaire. C'est vrai? Oui, tout à fait, oui, absolument. Alors le musicien, le musicien, il sait faire de la comptabilité, donc ça aide. Et le vétérinaire, c'est un bon organisateur. Et peu à peu, évidemment, on a embauché aussi des gens. En parallèle, on avait encore le bureau d'architecture, donc à un moment donné, on travaillait 50% pour ce projet-là, et puis on continuait à travailler dans le bureau d'architecture. Donc en fait, ces entreprises-là, à un moment donné, elles se mélangent un petit peu. Mais ça, le groupe de base qui a démarré, qui a cherché l'argent et tout, c'est 3 architectes. Mais le plus important, c'est qu'en fait, ils venaient du quartier. C'est qu'on avait les réseaux du quartier, on connaissait Barbara, elle est née dans le quartier, elle a acheté la maison de son oncle, elle est dans l'association du quartier depuis, à l'époque déjà, depuis une quinzaine d'années. Moi, ça faisait 1 année, 2 ans que j'étais là, et on travaillait déjà dans le quartier, donc on sait aussi où sont les écoles, où passent les enfants, où sont les 3 restaurants, on sait qui c'est qui a quelque chose à dire dans le quartier, on arrive à ameuter, on a fait un appel à idées au début, on a organisé 2 fois des grosses séances où il y avait 200, 300 personnes qui étaient intéressées qu'une fois il se passe quelque chose pour le quartier. On a eu 500 idées en 2 semaines. Qu'est-ce qu'on pourrait tout faire là-dedans? Donc je crois qu'il y a le côté évidemment savoir le faire et savoir avoir les outils et savoir faire la comptabilité et tout ça, mais il y a aussi cette question de réseau. Donc quand on travaille à d'autres endroits, nous, on ne peut pas faire ce travail-là, donc on est obligé de trouver des gens sur place. Donc c'est aussi travailler avec l'existant, en fait, c'est aussi travailler avec les gens qui sont déjà là. C'est eux qui sauront quel est le meilleur charpentier, quel est l'Akeplatz à Winterthur. Il n'y a que des architectes locaux qui ont travaillé. Nous, on a fait un bâtiment à la fin, un projet pilote qu'on aurait pu faire n'importe où. Mais quand on voulait que ce soit pour Winterthur, pour les gens de Winterthur, pour qu'ils fassent travailler les gens de Winterthur, il faut travailler avec les architectes plus locaux. Facile. Merci. J'en profite du micro. C'est juste une anecdote, mais c'est par rapport plutôt au projet du Jura. Moi, j'ai habité à Berlin après la chute du mur. Et puis, quand on allait se promener dans la campagne et on sortait de la ville, on voyait des rues, des
usines abandonnées, en fait, des usines de la DDR qui étaient abandonnées. Et puis, quand vous parlez du Jura, là, avec ces bâtiments au milieu des champs, ça me faisait juste penser à ça, en fait. Mais je ne connais pas trop le Jura, mais voilà. Raphaël Coumer, service de la culture. Je voulais revenir sur l'exemple, sur la situation de Bâle avec cette évolution par étapes, cette évolution plus lente. Moi, j'ai été confronté récemment à cette question, de faire évoluer un projet de manière organique. J'ai été confronté à des soucis administratifs et légaux en termes d'affectation. Au moment où on va vouloir intervenir sur un bout d'une friche, il va se poser des questions légales de changer l'affectation peut-être en fonction de l'activité, mais aussi de mettre aux normes selon l'activité, des questions de chauffage, des questions d'issue de secours, etc. Donc j'ai l'impression qu'instinctivement, on a envie, pour des questions aussi créatives et pour des questions d'interpréter correctement les friches dans lesquelles on a envie d'installer une activité, de prendre son temps. Mais dans les exemples qui nous occupent à Yverdon, on est bloqué par le changement d'affectation et le droit d'utiliser finalement, de modifier l'usage, le droit d'utiliser les locaux sans les rénover de manière complète en fait. Alors ça m'intéresse de vous entendre là-dessus, puis peut-être aussi d'entendre mes collègues. Qu'est-ce qui serait différent entre cet exemple de Bâle et les contraintes qu'on peut avoir devant nous avec notamment la friche de Sport 5 ? Moi, je vois aucune différence. Qu'on soit à Yverdon ou dans le canton du Jura, j'imagine aussi à Bâle, il n'y a aucune différence. C'est le même problème. Problème de souplesse, en tout cas, de ces conditions cadres qui manquent. Tous ces chiffres, tous ces emplacements, on n'a jamais fait de logement. Exactement pour cette raison. En fait, on travaille avec l'existant. Et travailler avec l'existant, c'est avec, en fait, les lois qui sont appliquées à ce moment-là, à cet endroit-là. Alors là, on a un cas spécial parce qu'en fait, dès le moment où la fabrique partait, ça devenait une zone d'habitation automatique. Mais comme avant, c'était déjà de l'industrie, et il y a un article 70 au niveau de la loi, on a le droit de garder ce qui est déjà en cours. Donc, on a réussi à se baser et dire ce qu'on fait là, en fait, ça va de l'industrie vers le logement. Et la ville a accepté. Mais tout ce qui est anti-feu, chauffage, isolation et tout ça, on est obligé de le respecter un peu partout. Alors, ça dépend. Moi, je pense qu'il y a 25 ans, c'était plus facile parce que, en fait, les autorités étaient nettement plus à la disposition en fait, du client et essayaient de trouver des solutions. Depuis une dizaine d'années, tout ce qui est juridiction, jurisprudence, ils ont peur qu'on fasse recours et tout ça. Donc en fait, maintenant, on n'a plus des constructeurs qui sont qui donnent des permis de construire, c'est en fait des juristes. Et là, maintenant, on commence à avoir vraiment des gros problèmes, alors que ce serait assez facile de négocier et de trouver une solution que tout le monde serait d'accord. Mais en fait, parce qu'ils ont peur qu'en fait, c'est une jurisprudence, ils vont pas l'accepter. Et donc là, maintenant, on a, à certains endroits, on a de la peine alors que ce serait assez... Nous, évidemment, on a l'impression que ce serait assez simple. Mais bon. Bonsoir, Carmen, co-syndic en charge de l'urbanisme, la culture, la durabilité et les RH, soit le meilleur dicaster au monde, qui rejoint pas mal des thématiques ce soir. J'ai une question pour la friche de Bâle, avec une double question. Est-ce que, tout d'abord, la ville vous a approché pour y mettre du programme, des aspects programmatiques du quartier, vu qu'au départ, ça manquait parce que ça n'a pas l'air d'être le cas dans votre présentation. Et l'autre question, c'est comment se fait le choix des locataires durant ces 10 ans ? J'imagine peut-être que ça a progressé. Est-ce qu'il y a une commission qui traite des demandes ? Est-ce que ça se fait par cooptation ou par annonce ? J'ai bien vu qu'il y avait des critères. Mais voilà, tout le processus, comment ça se met en place ? Merci. Peut-être la deuxième partie de la question, parce que j'ai oublié la première, mais
Donc avec les 5, dans le cas bâlois, en fait, c'est les 5 qui décident. C'est vraiment, on travaille à 5, donc c'est une coopérative, mais en fait c'est assez autoritaire parce qu'il n'y a que 5 personnes. Donc on n'ouvre pas, on n'a pas une association du Gundeldingefeld qui décide ensemble. Donc en fait on est le maître de l'ouvrage, c'est nous qui décidons, c'est nous qui faisons le kuratieren, donc de choisir les locataires. Et je dirais un tiers des locataires, c'est nous qui avons été les chercher. On voulait le centre de famille, on voulait un théâtre, on voulait l'école de cirque. Donc on cherche activement pour remplir en fait le thème qu'on s'est porté. J'ai un autre exemple à Listal, donc petite ville en dehors, 15 000 habitants, je ne suis même pas sûr, peut-être 12 000, peut-être comme Delémont, encore plus petit. Hanro, les sous-vêtements assez connus au monde, eux, ils ont une production. Il y a une caisse de pension une caisse de pension qui a racheté ça, qui était prêt à travailler avec nous. Et donc, on s'est dit, ça, c'est l'endroit pour tout le monde qui travaille à Listal, ça, c'est l'endroit du textile. Donc, on a mis comme point fort du textile et on a cherché à trouver des acteurs qui travaillent dans le textile. Et si on a un tiers d'acteurs qui travaillent dans le textile, le thème est déjà rempli. Après, je peux mettre une école, je peux mettre une pizzeria, un théâtre, et ça restera, dans la tête des gens, ça restera l'endroit du textile. Donc en fait, le choix des locataires est essentiel si on veut mettre un thème. Si c'est simplement pour louer, et on fait très très rarement, je crois que j'ai pas l'impression qu'on ait vraiment fait d'annonces, de petites annonces qu'on cherchait du monde. En fait, c'est surtout on parle à beaucoup de monde. C'est pour ça que c'est très important en fait d'avoir ces réseaux locaux. On va dire on cherche une bibliothèque ou on cherche une librairie ou tu sais qui c'est qui pourrait venir ici comme gastronome qui correspondrait à cet endroit et tout d'un coup on a 5, 6 et puis on fait des discussions. On discute en fait ensemble. C'est pas on a 500 mètres carrés à louer à 160 francs le mètre carré à partir du 1er février. Ça, on ne fait pas. Ça peut se faire, mais vraiment très, très, très rarement. Et par rapport à Bâle, on a été chercher donc, le centre de famille qui était en fait, dans le quartier, dans une arrière-cour, donc qui était très mal accessible, pas visible du tout. Et c'était pour nous très important que ce soit le premier locataire, que ce soit eux. Donc que ce soit très clair qu'on n'allait pas mettre un restaurant. La première chose qu'on a, le restaurant, c'était le deuxième. Le premier, c'était vraiment que ce soit vraiment une programmation qui soit pour toute la population du quartier, tous ceux qui ont des enfants, des petits-enfants. Et donc on a cherché spécifiquement, et alors eux, ils sont subventionnés, évidemment, mais nous, entre parenthèses, ça c'est encore assez drôle, on leur a quand même demandé un loyer assez haut. On aurait pu baisser notre loyer, mais on a quand même, ça fait qu'en fait, eux, maintenant, ils sous-louent leurs locaux le soir, parce que pour pouvoir nous payer ce loyer qui est un peu plus élevé. Donc ça fait qu'on a une utilisation des locaux nettement plus avantageuse, parce que le soir, il y a un chœur qui est un groupe de danse, et puis le week-end, ils louent pour faire des fêtes pour les enfants. Donc en fait, tout d'un coup, on arrive à gérer aussi la densité d'utilisation des locaux en jouant un peu avec le loyer qu'on met. Donc on ne va pas à ce qui est sur le marché, mais si on est à 10 ou 20% en dessous, tout d'un coup, il y a beaucoup de programmes et beaucoup de choses qui peuvent se passer. Et par contre, les locaux sont vraiment utilisés. Et ce qu'on se rend compte, en fait, c'est que si on donne un local gratuitement, il n'est pas utilisé. Parce qu'il ne vaut rien. Donc, en fait, il y a cette connotation qui reste dans la tête. On aimerait bien avoir donné à des jeunes 30 mètres carrés gratuitement. Ça ne marche pas. Il ne sera pas utilisé. Il n'y aura personne qui se sentira responsable parce qu'il n'y a pas d'argent. Et donc, en fait, on s'est rendu compte. Parce qu'on s'est rendu compte de ça aussi très tôt. Là, maintenant, depuis 25 ans, on sait ça et on gère ça comme ça. Est-ce que la ville vous a approché ? Non, nous, on a approché la ville, plutôt.
Eux, ils voulaient du logement, évidemment au niveau impôt, parce que, et nous, on a réussi en fait on a négocié qu'on gardait une partie du site où on pouvait construire encore 40 logements sur 200 qui seraient possibles. Mais en fait, l'argument qu'on utilisait, c'est qu'on faisait en fait une amélioration de l'environnement habité. Et qu'en fait, c'était peut-être pour le quartier du Gundeldingen, où il y a déjà 20 000 personnes, où il y a déjà 40% d'immigrés, que ce serait peut-être plus intéressant de faire ce qu'on fait. Et il faut savoir que Bâle-Ville a évidemment, comme elle a beaucoup de mécénat, il y a quand même pas mal de choses qui ne sont pas organisées par la ville, mais qui sont organisées par des associations ou des Stiftungen privées, comme par exemple les bibliothèques. Les bibliothèques, c'est CMS. C'est CMS qui fait, Christoph Mehren Stiftung. Donc en fait, nous, on a été chercher la bibliothèque pour qu'elle vienne chez nous. On a mis 2 ans à les convaincre, ils sont venus. Entre-temps, ils sont repartis parce qu'ils voulaient être dans du neuf. Mais donc on a été très actifs au niveau de la recherche des locataires. Merci beaucoup. On prend encore une dernière question et ensuite on aura encore le temps à l'apéritif d'échanger. Merci. Bonsoir, Laurent Gachon. Question pour M. Honegger. Alors, très convaincu par l'approche, merci, très convaincant. Moi, la question, ce qui m'a impressionné, c'est que vous avez trouvé 12 millions en quelques mois, il y a 20 ans. Donc, c'est peut-être le double aujourd'hui. Alors, on a compris que vous êtes très convaincant, ça c'est certain. Mais alors, voilà, la question, c'est est-ce que c'est parce que c'est le contexte bâlois, que c'est une région assez prospère, avec des grandes richesses, des grandes industries, enfin des pharma, il y a du mécénat aussi, il y a une culture là-dedans. Si j'ai bien compris, vous avez reproduit l'exemple ailleurs, dans d'autres villes, si c'est juste. Est-ce que c'était aussi facile ailleurs, enfin facile entre guillemets, hein, je néglige pas le travail, mais est-ce que là c'est parce que c'est à Bâle, ou est-ce que vous y arrivez aussi bien dans d'autres villes, et est-ce que vous voyez aussi une évolution dans le temps? Est-ce que c'est plus difficile maintenant de trouver, je ne sais pas quelle est la part de mécénat aussi là-dedans, mais voilà, est-ce que c'est aussi facile partout, à toutes les époques? Bien sûr. Non, évidemment, chaque projet a son histoire, mais je crois que c'est vraiment on a eu énormément de chance. On démarrait, on était jeunes. On a trouvé la bonne personne qui a dit oui, qu'on a connu par un premier projet qu'on a fait. Unternehmen Mitte, ceux qui connaissent Bâle, c'est juste à côté de la poste principale, l'ancienne banque populaire, avec au rez-de-chaussée fumare et non-fumare, et puis à l'intérieur l'ancienne salle des guichets. C'est un centre culturel, ça a ouvert. Je suis venu pour ça, en fait, pour réarranger, en fait, enlever les couches des années 80 dans cette banque pour avoir de nouveau le bâtiment est de 1905, quelque chose comme ça. Donc de revoir ça. Et donc avec ça, on avait déjà un réseau avec Barbara qui est née là. On avait déjà un réseau et là on a eu on a eu énormément de chance. Ce qui est évidemment au niveau de l'expérience, d'être tout d'un coup maître de l'ouvrage, architecte, accompagnateur du processus, savoir comment il faut que ça fonctionne au niveau argent, ça permet en fait après de ne pas recopier, mais en fait de savoir où sont les potholes, où sont les trous dans la route, où sont les risques, mais chaque projet est différent. Là, dernièrement, on a fait Werkstatt à Zurich, c'est les CFF, eux ils ont l'argent. Mais eux, ils avaient un gros problème, c'est qu'en fait, ils ne savaient pas comment faire de la production et de l'activité en pleine ville de Zurich. Et donc, nous, on résout, en fait, chaque fois, on résout un problème. Parce qu'on vient avec une approche processus. Donc, en fait, pour eux, le problème, ils avaient le lieu, ils avaient l'argent, mais ils n'avaient pas le programme. Et nous, on a réussi à leur démontrer quel était le bon programme avec le bon programme pour cette activité-là. Et donc, c'est avec ça qu'on est rentré là-dedans. Ils ne nous auraient jamais pris s'ils n'avaient pas eu le problème. Et je pense qu'en fait, c'est là, donc, nous, on travaille souvent, en fait, là où il n'y a plus d'issue, où les gens ne savent plus comment continuer. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de projets pilotes. Avant, je crois que j'ai dit avant, la petite ville à 2000 habitants. Une petite ville, Lichtensteig,
en Thurgau. C'est une ville, parce qu'elle a les papiers d'une ville. C'est là où la première banque en Suisse a été fondée, parce qu'ils avaient beaucoup d'argent, parce qu'ils faisaient et là, tout d'un coup, il y a cette fabrique qui faisait des élastiques, qui cherche un preneur. Personne ne veut aller là. Alors tout d'un coup, on s'est rendu compte, dans une petite ville où tu as 2000 habitants, tous les jeunes qui veulent rester, eh ben, il faut qu'ils partent. Avec 2000 habitants, ils vont jamais trouver un appartement, ils vont jamais trouver et en fait, les jeunes, s'ils veulent rester à un endroit, ils veulent en fait pouvoir réaliser leur rêve de vie. Ils veulent travailler comme ils le veulent, ils veulent habiter comme ils le veulent. Et tout d'un coup, il y a quand même ce bâtiment qui, je ne sais plus, il fait 3500, 5000 mètres carrés. Tout d'un coup, il y a cette opportunité. Donc, en fait, tout d'un coup, ils voient, je pourrais rester ici, je n'ai pas besoin d'attendre que mes parents sortent de la maison, je n'ai pas besoin d'aller travailler à la Migros, ce n'est pas un rêve. Donc, en fait, ce n'est pas ça qui va les laisser rester là. En fait, il faut leur mettre de l'espace à disposition où ils peuvent travailler et vivre comme eux le veulent. Et si on comprend ça, tout d'un coup, on arrive à trouver 30 personnes du village, 30 personnes de Zurich, ils font une coopérative, et avec ça, je peux aller après chez quelqu'un et lui dire, voilà, on a ces 50, ils sont prêts à transformer ça, tu es prêt à racheter ça et le donner en droit de superficie ou pas en droit de superficie, après ça, on commence à négocier. Alors, c'est très difficile, c'est à l'écart, évidemment, il n'y a aucun de ces projets facile. Hein. C'est vraiment, il faut aimer pour ça. Merci. Je me permets une question rapide pour Swiss Rénov. Ça m'a intéressé le fait que vous parliez de cet enjeu des silos et de la concertation qu'il y a entre les différentes entreprises qui sont actives sur le projet, qui ne se connaissent pas forcément, qu'il faut mettre en coordination concertée. Comment cet esprit de mettre les gens ensemble se traduit aussi avec d'autres groupes qui ont des intérêts, c'est-à-dire typiquement les collectivités, les habitants de la région, du quartier, etc., puis peut-être de futures entreprises qui seraient actives dans cette économie circulaire. Est-ce que vous pensez aussi à des formes, est-ce que c'est pas des formes de silos également, qui ont aussi leur propre pion à amener, et comment vous pensez dans cette transformation de cette friche, ce type d'acteur? Alors très rapidement, parce qu'on a soif là maintenant. Je vais utiliser, je vais filer la métaphore. Les silos, vous voyez ce que c'est un tissu? Donc vous avez des fils de chaîne, ce sont les fils verticaux, c'est ceux de ma chemise par exemple, et puis vous avez des fils de trame. En fait, le problème fondamental qu'on a pu trouver dans le secteur de la construction, je fais très vite, c'est que vous avez plein de fils de chaîne qui sont des silos en fait, et puis il n'y a rien qui est tramé. Il n'y a rien qui est tramé. Puis l'idée de la gouvernance, et puis c'est complètement en résonance avec ce qu'a dit Benjamin, c'est de pouvoir avoir une gouvernance qui gère ces flux. Parce que s'il n'y a pas la gouvernance, s'il n'y a pas un collectif tram qui vient par-dessus, on pourra faire tous les plus beaux modèles d'affaires du monde, il n'y en a pas un qui va tenir, la route, quoi. Alors, on peut s'arrêter là, et je pense qu'on peut en discuter encore tout à l'heure. Donc, place à l'apéro. Merci beaucoup d'avoir été là, d'avoir suivi. Aussi aux personnes en ligne. Merci encore à la ville, à la HEIG, vous. Et une très belle soirée et à bientôt. Merci.